Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un tuto ensemble. On va créer une application qui nous permet de synthétiser des vidéos YouTube. Donc au lieu d'avoir plein de vidéos de côté à regarder plus tard qui durent une heure et demie, on va pouvoir prendre l'URL de cette vidéo et la mettre dans notre application, dans une barre, dans un input, et récupérer grâce à OpenAI une synthèse de cette vidéo avec un titre, les points clés de la vidéo et une petite conclusion. Donc voilà notre application. Donc comme je vous ai dit, un input, un champ de formulaire dans lequel on va mettre l'URL de notre application, un bouton résumé, on va avoir un état de chargement lorsque OpenAI va faire son travail, et ça va nous afficher ensuite la synthèse de la vidéo. Donc on a une vidéo ici, on se fiche un petit peu du sujet, on copie l'ID de la vidéo, ou alors carrément toute l'URL, on vient la coller ici, et on clique sur résumer. Donc là on a l'état de chargement qui est indiqué, on pourra mettre un petit loader sympathique, on va installer Framer Motion pour faire ça. Donc voilà la synthèse de la vidéo, un titre qui indique ce qu'est la vidéo, une introduction, les points clés de la vidéo, donc les différents sujets abordés et ce qu'on en retient, ce qu'il faut en retenir, et une conclusion. Donc plutôt cool, au lieu d'avoir des vidéos de 15 minutes dont les parties intéressantes ne sont que de 2 minutes, on va pouvoir récupérer l'essentiel de la vidéo et les informations importantes. Sans plus attendre, je vous propose d'attaquer tout de suite. On va installer notre application Next.js, on va utiliser la version 15. Donc on ouvre un terminal, on va venir coller la commande pour installer Next.js. Hop là. On copie ça, on vient le passer ici. Hop là. Ici il va nous poser plusieurs questions. Est-ce qu'on veut procéder? Oui. Le nom de notre projet, on va l'appeler Synth YouTube. Est-ce qu'on va utiliser TypeScript? Oui. Est-ce qu'on va utiliser ESLint? Oui. Tailwind CSS? Oui. SRC Directory? Non. AppRouter? Oui. TurboPack? Oui. Donc TurboPack c'est une petite nouveauté de Next.js version 15. Ça va être un bundler fait en Rust pour accélérer le chargement de nos pages, donc plutôt cool. Donc oui, on veut l'utiliser. Est-ce qu'on veut customiser nos imports, l'alias pour nos imports? Non. On lance tout ça. En attendant, je vais vous faire une petite démonstration de l'application. Donc je vais lancer ça. PNPM run dev. Et on va aller checker à quoi va ressembler notre application. Votre application Next.js normalement est installée. Là il y a une petite erreur mais ça va se résoudre rapidement. Je vais supprimer package lock et node modules car je vais utiliser PNPM. J'aurais dû lancer la commande directement mais elle n'était pas sur le site de Next.js. Donc pour ce faire on va se rendre sur notre application, donc Synth YouTube. Hop là. On va lancer donc PNPM i. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Donc on va créer notre formulaire déjà de base. On va utiliser Zod pour mettre une petite sécurité au niveau des types de nos champs, de notre champ de formulaire. On va utiliser Zod, on va utiliser React Hook Form pour gérer les erreurs justement et mettre directement notre data liée avec le schéma Zod. Ok. On va installer aussi un outil qui va nous permettre d'interpréter du Markdown. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Et on va aussi installer Framer Motion. Donc on va installer tout ça, donc PNPM i. Donc on va installer Zod. On va installer React Hook Form. On va installer aussi un autre package qui est @hookform/resolvers, justement pour lier le schéma Zod à React
hook form. On va installer aussi, donc je vous ai dit framer motion. Qu'est-ce qu'on va installer d'autre? On va initialiser ChatCN juste après. On va installer aussi OpenAI. Hop là. Et donc React Markdown aussi. On va tout installer maintenant, comme ça c'est fait. J'appuie sur Enter, très bien. Maintenant, on va se rendre sur le site de ChatCN. Juste là. Et on va initialiser tout ça. Donc on va se rendre sur ChatCN. On va aller dans Installation, Next.js. Et on va lancer la commande pour implémenter tout ça. Alors, hop là, hop là. Là, il me demande est-ce que je veux le style par défaut New York ou default. On va mettre New York, on va mettre neutral. CSS variable, oui. Ok, super. On va installer aussi directement les composants qui nous intéressent. D'accord. ChatCN, donc c'est quoi? C'est une librairie de composants déjà faite, avec un style plutôt sympathique, des fonctionnalités plutôt cool. On va voir ça au fur et à mesure, très rapidement. Donc on va installer le composant form. Donc pour ça, je viens ici, l'installation, dans le terminal on peut directement lancer cette commande, donc on va faire ça. Je vais pas installer uniquement form. Normalement pour chaque composant il faudrait venir lancer cette commande avec le nom du composant qu'on souhaite installer. Moi je vais directement enlever le nom du composant, donc laisser chatcn@latest add et j'appuie sur Enter. Pourquoi? Parce que là justement il va me proposer une liste de composants que je pourrais installer. Donc pour les choisir, on navigue avec flèche du haut, flèche du bas. Pour sélectionner ou désélectionner, on appuie sur espace. D'accord. Donc nous, on va sélectionner button, on va sélectionner form, hop là, et on va sélectionner input. Normalement c'est tout ce dont on a besoin. J'appuie sur Enter pour installer les trois. Et là on va voir qu'il va me créer un dossier, deux dossiers même, un qui s'appelle components, dans lequel il y a tous les éléments que je viens de télécharger, et l'autre qui s'appelle lib, avec utils dedans, qui n'est pas très important pour notre application. À partir de là, on va aller dans app, et on va aller sur page.tsx. On va pas aborder l'aspect route de Next.js, sachez juste que le premier page.tsx qu'il y a dans notre dossier app, c'est notre page d'accueil. D'accord. Si vous souhaitez approfondir Next.js et faire un petit tour du propriétaire de Next.js avec toutes les fonctionnalités que cela amène, le SSR, les server actions, etc. Laissez un petit commentaire, indiquez-moi ce qui vous intéresse particulièrement, si vous voulez qu'on développe une autre fonctionnalité ensemble qui pourrait être sympa à faire, dites-le moi et je ferai une autre vidéo. Ici, on va pas s'embêter, on va enlever tout le main. On va laisser la div au-dessus là, pour avoir quand même quelques classes sympas pour l'affichage. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de créer notre schéma. D'accord, notre schéma de données, vous allez voir c'est plutôt simple, il n'y a qu'une seule donnée de toute façon. Donc, on va créer notre schéma. Donc on va lui dire const URL schema égale z.z, il va falloir l'importer, en fait c'est zod. Donc import z from zod, très bien. Les données qu'on va voir sont dans un objet, donc on va lui indiquer zObject, ici. Et ici on va voir qu'une seule propriété qui va être URL. Donc là on va rappeler zod, on va indiquer que c'est une string, et on va indiquer autre chose, on va lui dire qu'on veut un minimum de caractères pour cette chaîne de caractères, et on en veut 11. Alors pourquoi 11? C'est pas au pif, c'est juste que les identifiants, les ID des vidéos sur YouTube font 11 caractères. Voilà. Donc en dessous de 11, on va vouloir faire ressortir une erreur sur notre application qui dit il y a moins de 11 caractères, c'est pas un ID de vidéo YouTube ni une URL. On pourrait aussi avec Zod mettre une regex pour indiquer précisément quel format on veut pour la chaîne de caractères. Nous on va s'arrêter là pour l'instant.
On va mettre un deuxième argument à la fonction min. On va mettre bah voilà, un message. On va lui dire ceci ne semble pas être une URL ou un ID de vidéo YouTube. Hop là. Pour le schéma, on peut s'arrêter là. On va reformater un petit peu tout ça, voilà. Ensuite, on va vouloir lier notre schéma ici à l'outil qui va gérer en fait les données qu'il y a dans notre formulaire. D'accord. Donc pour ça, on va créer une constante form. On va utiliser le hook useForm. Hop là, il s'importe directement en haut. Très bien. Et ici, pour lier donc notre schéma à notre formulaire qu'on va faire juste après, on va lui dire ici, donc useForm, ça va être bien un objet. Dedans, il va y avoir un resolver. Et on va appeler donc Zod Resolver. Alors est-ce qu'il me le propose ici? Non. Bah c'est pas grave, on va le mettre après, on va l'importer après. Alors import Zod. Alors voilà, depuis hookform, très bien. Resolver, donc Zod Resolver, ici il faut lui passer le schéma. Donc URL schema, très bien. On va ensuite lui donner des valeurs par défaut, donc default values. Ici, il me propose directement de mettre tout ça en autocomplétion. Moi j'utilise SuperMaven, qui est plutôt cool, avec ChatGPT. Donc URL de base, on lui passe ça. On va plutôt lui passer... non, très bien, on va laisser ça comme ça. Hop là. Constform. Super. Bah, on a terminé pour l'attribution des types au champ de notre formulaire. Maintenant, on va commencer à implémenter notre formulaire directement. Alors, si vous allez sur la doc de ChatCN, il vous montre directement comment utiliser, comment créer des formulaires. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a fait exactement pareil, en fait. Ici, on pourrait inférer le type directement à useForm. Ce qu'on va faire d'ailleurs, donc on va copier ça. Tac. Pour un peu plus de sécurité. Hop là, on va lui passer ici. Donc ça, c'est ce qu'il va devoir retourner. C'est pas form schema, nous c'est URL schema. Voilà. Très bien. Ensuite, que nous dit la doc? Là, on a la fonction onSubmit. Donc, on peut la copier directement aussi. Donc, on va prendre tout ça. Hop là. On va venir la mettre dans notre application. Comme ça, c'est fait. Function onSubmit avec les différentes values. Les values qu'on veut récupérer, nous ça va pas être form schema, ça va être URL schema. Voilà. Console log de values, ça on peut l'enlever. Hop là, très bien. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, que nous dit ChatCN pour créer notre formulaire. Tac, 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 tac. Donc ça, on importe tout ça. Ça, c'est fait. Non, c'est pas encore fait, mais on va le faire juste après. Et on a un formulaire comme ceci. D'accord? Donc on importe l'élément form. On lui passe toutes les valeurs et toutes les méthodes qu'il y a dans le form qu'on a créé juste au-dessus. Qui n'est pas ici, mais qu'on a dans notre application. On lui passe ici sur l'écouteur d'événements onSubmit, on lui passe ce qu'on veut faire. Donc on lui dit qu'en forme on le soumet, on veut utiliser la fonction onSubmit. Donc on a implémenté juste au-dessus, d'accord? Qui n'est pas là, mais qui est ici. Ok. On lui indique ça, on peut lui indiquer un style. Non, pas ici, mais à l'élément en dessous. Donc on importe forme de ChatCN, on passe un réel formulaire dedans. D'accord, on lui passe onSubmit, on lui passe une class name si on le souhaite ou pas. Et ici on a formField. formField, qu'est-ce que c'est? Ça va représenter un champ de notre formulaire. Donc qu'est-ce qu'on a comme propriété dedans? On a control, form control, ici pour indiquer que si on vient par exemple modifier la valeur de ce formulaire, de cet input plutôt, ça doit changer aussi la valeur qu'il y a dans le form au-dessus. Form ici, c'est comme si on avait un state en fait de créer.
C'est exactement ça d'ailleurs. On passe un state directement à URL, et quand on vient modifier URL dans le form field, ça fait le lien entre les deux, d'accord. Ici on lui passe le name parce qu'on veut indiquer au form control quel champ on veut lier à ce champ là. Ok. Si on avait plusieurs champs, il faudrait donc indiquer sur chaque le nom de son champ, le nom qu'on lui a attribué. Render, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être le rendu de notre champ de formulaire. Ok. On récupère donc tout ce qu'il y a dans le form field, d'accord, on récupère le field. Là, en l'occurrence, ça va être la valeur de URL. Form label pour indiquer un label, form control pour dire qu'est-ce qu'on veut contrôler comme donnée, donc là ça va être la donnée qu'il y a dans input, et on va appeler notre composant input, lui passer un placeholder et lui passer tout ce qu'il y a dans field, d'accord, pour qu'il sache quelle valeur afficher si on est venu modifier la valeur, d'accord. Ce qu'on va faire, on va copier tout ça, tac, même ça, voilà, on va copier tout ça et on va venir le mettre dans notre application. Alors, j'espère qu'il va tout importer directement. Ici, hop là, tac. On va venir coller tout ça. Bon là il y a du rouge parce que là il trouve rien, donc c'est tout à fait normal. Form, je veux l'importer de component UI form, donc ça c'est le dossier qui s'est créé tout à l'heure, d'accord. J'importe ça, j'importe ça aussi. Name, il râle parce que username il le trouve pas du coup, d'accord. On utilise bien form qu'on a ici, et form il trouve pas username. Par contre si je lui passe URL du coup, là ça va mieux. Form item, je l'importe aussi. Form label, form control. Zut, je fais une bêtise. On recommence, form control. Bon, est-ce que ça du coup, il m'importe tous les bons trucs des bons endroits? Ça a l'air. Bon, très bien. Forme description aussi. Alors ça va être modifié. Qu'est-ce qu'on va mettre comme description? On va mettre URL ou ID de la vidéo. Très bien. Hop là. Forme message, qu'est-ce que c'est? Forme message, ça va nous indiquer l'erreur si on ne met pas ce qu'il faut dans notre propriété URL. Si on tape juste 1, 2, 3 dans notre formulaire, ça va renvoyer le message d'erreur en rouge. Donc ça c'est plutôt cool. Ok, on a le bouton submit directement ici, on va le modifier, on va l'appeler résumé. Plutôt comme ceci, voilà. Le type submit, pas obligé puisque un bouton dans un formulaire il est d'office de type submit, mais on va le laisser quand même. Hop là, on va lancer notre application pour voir ce que ça rend. PNPM run dev. Hop là, ça se lance avec TurboPack, très bien. On va aller voir ça. Donc on retourne ici, on va rafraîchir. Ok, là il nous dit qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on importe useForm. All export of the module are statically known. It doesn't have dynamic export. Ok. Bon, pour vous la faire courte, en fait, c'est parce que ça c'est un hook. Il est où? UseForm, c'est un hook. Sauf que là, on est dans un composant rendu côté serveur. D'accord? Donc côté serveur, on ne peut pas rendre de hook, par exemple. Donc là, il va falloir indiquer que c'est qu'on utilise le côté client. D'accord? Donc je sauvegarde. Et là, on a bien notre application. Bon, là, il y a un petit souci sur le style. On va venir modifier ça. Quel est le souci sur le style ici? Est-ce que j'ai supprimé par mégarde quelque chose là? Peut-être bien la valeur de l'input. Très bien. On va passer à la suite maintenant. Donc on revient là. Ce qu'on veut faire ici, c'est envoyer l'ID de la vidéo à un server action. Pourquoi faire?
On va envoyer l'URL de la vidéo à Server Action et on va utiliser un module qu'on a installé tout à l'heure, non, qu'on n'a pas installé d'ailleurs, donc on va l'installer tout de suite, qui est YouTube Transcript. Alors je vérifie ça rapidement. YouTube Transcript, exactement ça. Donc on va couper le serveur, on va installer ça, pnpm add YouTube Transcript. Hop là. On va relancer notre serveur tout de suite pour pas oublier. Maintenant qu'on a ça d'installé, on va pouvoir l'utiliser. YouTube Transcript, qu'est-ce que c'est comme module? C'est un module qui prend en paramètre l'URL d'une vidéo YouTube ou l'ID d'une vidéo YouTube et qui se charge d'aller chercher les sous-titres. D'accord? Donc là, si je viens sur la vidéo YouTube par exemple, que je vais dans la description, je peux avoir accès aux sous-titres avec les timecodes, etc. D'accord? Si j'allume les sous-titres ici et que je lance la vidéo, je vais avoir les sous-titres à chaque fois qui vont s'afficher avec ce timecode. D'accord? Là, ça nous intéresse pas tellement. On pourrait copier tout ça et aller le mettre dans ChatGPT, mais il faudra enlever tous les timecodes, etc. Pas cool. D'accord? Donc, on va utiliser un module qui va se charger d'aller récupérer toutes ces données pour nous. Dans notre application, à la racine, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Actions. Ok? Dedans, on va créer un fichier qu'on va appeler getResume.action.ts. Hop là. Tout de suite, on va lui indiquer qu'on veut une fonction côté serveur. Hop là. Très bien. Maintenant, on va juste vérifier si on arrive bien à récupérer le paramètre qu'on lui a passé, qu'on lui a pas encore passé d'ailleurs. Donc on va créer la fonction. On va faire un export async function get resume. Ici en paramètre on va mettre vidéo ID et on veut que ce soit une string. Hop là. Tac. On va tout de suite faire un console log de vidéo ID comme ceci. Maintenant on va revenir sur page.tsx. Ça je vais le réduire un petit peu. Et on va appeler notre méthode, d'accord? Donc on va lui dire await get resume avec values.url. Get resume ici, il le trouve pas. Ajouter l'importation de ici, ok très bien, await. Alors ici on va pas indiquer que c'est asynchrone directement. On va utiliser un hook de React qui est Start Transition. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt cool pour gérer le chargement, en fait, le lancement de certaines fonctions qui prennent du temps à renvoyer leurs promesses. D'accord. On va appeler ça tout de suite. Donc const pending. Alors le premier élément qu'on récupère, pending, c'est en fait l'indication de si c'est en train de charger ou pas. D'accord. Pending et donc start transition, donc ça c'est la fonction qui va lancer une suite de fonctionnalités. Donc tout ça, ça va être asynchrone, on va pouvoir mettre un try catch dedans. Start transition égale use transition, hop là, tac. Start transition, on va s'en servir tout de suite. Hop là. Donc start transition. Dedans, on va lui indiquer que c'est asynchrone. Hop là. Dedans, on va mettre un try quelque chose. Donc là, on va mettre notre await get resume. Hop là. On va mettre notre catch avec une erreur. On va faire un console log de error. Hop là, très bien. Donc là, en lançant cette fonction, ça devrait juste m'afficher dans le terminal, ici, donc côté serveur, l'ID de la vidéo en question. Ok, bon, j'avais peut-être pas sauvegardé, ou alors il fallait que je rafraîchisse. Donc là, je récupère bien l'ID de la vidéo en question. Très bien.
Maintenant, ce que je veux faire, c'est pouvoir récupérer tous les éléments, enfin toute la retranscription textuelle de la vidéo. Donc je vais récupérer tous les sous-titres. Pour ça, je vais utiliser donc le module YouTube Transcript. Et je vais notamment appeler la fonction YouTube Transcript qui va me permettre de récupérer les données. Donc je vais dire import YouTube Transcript depuis YouTube Transcript. Très bien. Donc là, on va créer une constante, on va lui dire donc const transcript égale YouTube transcript YouTube transcript ah, j'ai fait une faute de frappe là-haut. Ok. Tac, YouTube transcript. Point fetch transcript et lui passer en paramètre vidéo ID. D'accord. Je vais faire un console log de transcript. Voir si ça fonctionne correctement. Je relance ça. Là, il me dit ah non, il y a un problème. Enfin, il n'y a pas un problème, mais c'est une promesse non résolue. Donc évidemment, ici j'ai oublié de mettre un await. Hop là, je reclique. Et là maintenant j'ai bien un tableau avec tous les objets ici. Donc ça c'est les différents éléments qu'on retrouve sur YouTube. Avec le timecode, la durée de ce texte dans la vidéo, etc. Donc là qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir faire un map pour récupérer toutes les propriétés texte et les mettre sur une seule chaîne de caractères. D'accord? Donc on va faire ça. On va lui dire const transcript texte égale transcript point map. Ici on va créer un nouveau tableau avec juste les textes, donc item, tac tac, il nous propose l'autocomplétion, très bien. Ici, hop là on va mettre juste un espace, très bien. Donc on récupère chaque élément, on récupère la propriété texte dans un nouveau tableau avec .map, et on va joindre tous ces textes avec juste un espace. Ok. Donc là, si je reviens faire un console log de transcript texte, on va voir un long texte qui est tout simplement ici le texte qu'on veut résumer avec notre application. Ok. Donc ça, c'est le message qu'on va envoyer à ChatGPT en lui demandant de résumer tout ça. D'accord. Donc on va faire ça maintenant. On va implémenter une fonction qui va envoyer ça à OpenAI. Donc pour faire ça, alors on va appeler directement cette fonction. On va lui dire const résumé égale await send to chat GPT. Et on va lui passer donc transcript texte. Là il râle parce que cette fonction-là n'existe pas encore. On va faire un return de résumé, comme ça on n'oublie pas. Hop là. Send to ChatGPT, on va la créer juste en dessous. Donc const send to ChatGPT égale async text. Ok. Hop là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir créer un nouveau client OpenAI. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un client OpenAI? C'est en gros pour s'authentifier quand on fait un appel à OpenAI et simplifier notre écriture des requêtes qu'on va envoyer à OpenAI. D'accord. Donc il faut indiquer à OpenAI notre clé d'API pour ChatGPT. D'accord. Donc on va implémenter ça. Const client égale new OpenAI. Donc là il aime pas, il veut pas l'importer tout seul, donc on va lui dire import OpenAI from OpenAI. Très bien. Donc ici, new OpenAI, ça va prendre en paramètre une clé d'API, donc API key. Hop là.
Alors j'ai ma clé d'API que je vais vous montrer ici, mais bien sûr je l'ai supprimée avant de publier la vidéo, hein, pas folle la guêpe. On va, n'oubliez pas donc de récupérer votre clé d'API sur OpenAI. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire, c'est très simple, vous créez un compte, il va falloir mettre des crédits sur ce compte et vous avez toute une section clé d'API, c'est très simple à faire. On va juste créer un nouveau fichier dans notre application qui s'appelle .env. Ici, on va lui indiquer donc OpenAI API key égale. Alors ma clé d'API que je la récupère rapidement. Tac tac tac, je copie ça, je viens la coller là pour cette petite démo. Je sauvegarde. Une fois que c'est fait, je reviens sur getResume. Hop là. Donc là normalement c'est bon, je peux utiliser mon client maintenant. Mon client, qu'est-ce qui va, comment je vais l'utiliser? Ce qui va se passer ici, c'est que je vais d'abord envoyer mon prompt à ChatGPT en lui disant voilà, je vais t'envoyer du texte par la suite et moi je veux que tu me le résumes. J'ai envoyé donc ce message là et en même temps je vais envoyer la transcription, donc les sous-titres que j'ai réussi à récupérer plus haut, comme deuxième message. Donc je vais lui envoyer deux messages d'un coup. Alors on va lui dire, on va l'appeler tout de suite et on va créer nos messages après. Const completion égale await, là on appelle notre client, point chat point completions point create. Donc vous avez plusieurs, ça en fait ce sont les endpoints de OpenAI, mais version simplifiée, d'accord. Donc là il y a .chat.completions.create. Ici en paramètres, je vais lui passer plusieurs choses. Le modèle que je vais utiliser. Nous, on va se servir de GPT-4o mini. D'accord. Donc 4o-mini. Hop là. Là, il râle parce qu'il n'a pas assez d'informations. On va lui envoyer un tableau de messages. De messages avec un S. Parce qu'il y a plusieurs messages. En fait, quand vous avez un chat avec ChatGPT, tous les messages et tous les messages qu'il vous envoie sont stockés dans un tableau. Comme ça, quand vous envoyez un nouveau message, il a accès au contexte global de la discussion. D'accord. Donc, message, nous on va lui envoyer donc système message qui n'est pas encore défini. Ça va être le message de base, donc le prompt qu'il va recevoir, les indications qu'on va lui envoyer pour lui dire quel travail il doit faire. Et il va recevoir aussi user message. D'accord. Tout ça on va le définir dès maintenant. Comme ça ce sera fait. Donc on a const système message est égal à non, juste une chaîne de caractères. Non, c'est un objet, pardon. Puisqu'il faut lui indiquer le rôle de ce message. Le rôle ici, ça va être système. Donc c'est pour indiquer au système ce qu'on veut comme résultat. Donc rôle système et content pour le contenu du message à lui envoyer. Content. Ici, je vais copier directement le prompt que moi j'utilise personnellement. Alors c'est pas un prompt très travaillé, d'accord, mais il fait le travail. Ok, il fait même très bien le travail. Donc voilà le prompt que je lui envoie. Je vais formater ça pour que vous puissiez voir. Alors, you must summarize as much as possible the text that I am going to provide you. Donc tu dois résumer le plus possible le texte que je vais t'envoyer. Highlight the important and concrete information. Mets en lumière les informations concrètes et importantes. If any unclear words or names appear, infer their meaning based on the general context and the transcript to avoid ambiguities. S'il y a des mots que tu comprends pas ou des noms que tu comprends pas, essaye de déduire par toi-même un petit peu avec le contexte général de la vidéo quels sont ces mots mal écrits. Des fois YouTube, comme c'est une transcription automatique, des fois il y a des noms propres ou des mots qu'il a du mal à retranscrire en texte. Donc ça arrive.
Provide a title, an introduction, some key points and a conclusion. Donc fournir un titre, une introduction, des points clés et une conclusion. The response must be in French and in Markdown format. La réponse doit être en français et au format Markdown. Vous allez voir pourquoi. Le HTML, c'est largement faisable, mais il faut utiliser DOM Purify pour être sûr qu'il n'y ait pas d'injection de scripts qui produiront des bugs ou des piratages. C'est utilisable, mais c'est un petit peu plus long. Là, vous allez voir qu'avec le module React Markdown, ça va être hyper rapide, hyper simple. Donc voilà, un prompt de base, ça respecte pas forcément le schéma habituel des beaux prompts bien précis, etc., avec un rôle, un contexte, le format attendu, etc. Quoique là, j'indique le format que j'attends, j'indique la mission principale. Bon, ça fait largement le boulot. Donc on va garder ce prompt. Ok, donc pour system message, c'est fait. Ok. Maintenant, on va faire le user message. Const user message. Pareil, on va indiquer un rôle. Donc là, le rôle, ça va être donc user. Et le content, cette fois, ça va être... il est où? Bah, c'est texte. C'est ce qu'on a en paramètre juste là. Hop là. D'ailleurs, on va préciser ça. On va mettre transcript texte. Hop là. Hop là. Comme ça on comprend mieux. Donc là create il râle parce que on n'a pas mis forcément le type des messages demandés par ChatGPT. Donc on va mettre ça. Donc system message, le type exact c'est chat completions create message param. Alors où est-ce que je vais trouver ça? Message param, voilà. Et je vais passer exactement le même type au user message. Hop là, maintenant il râle plus. Très bien. Ok, bon, ça avance pas mal. On va tester ça rapidement. On va faire un console log de completion. D'accord. Donc on va aller tester ça. On clique sur résumé. On vient là. Ça charge. Même si on ne le voit pas, c'est en train de charger. Donc voilà, là il a fini de charger, il nous envoie sa réponse. Donc on a l'ID de la requête vers ChatGPT. L'objet, très bien, created, blablabla. Modèle, ça c'est le modèle qu'on utilise. Choices, ça c'est ce qui va nous intéresser ici. Choices, index 0, bon bah c'est le premier objet dans ce tableau. Et nous ce qui va nous intéresser c'est message, ici, object. On va aller voir un petit peu plus profondément juste après. Message. Usage, qu'est-ce que c'est? Ça c'est tous les tokens utilisés dans cette requête. D'accord. Completion token, donc ça c'est ça va être tout ce qu'il y a dans message, ici. Ça c'est le nombre de tokens dans le dernier message, donc pour venir compléter le chat, pour venir compléter la discussion. Prompt token, ça c'est tout ce qu'on a envoyé juste avant. D'accord. Donc ça c'est bien pour suivre l'utilisation des tokens dans les discussions avec ChatGPT. Notamment si vous avez une application dans laquelle il faut que vous soyez attentif aux quotas, etc. C'est bien pour déduire ça des quotas de vos clients, d'accord, de vos utilisateurs. Donc très bien, maintenant on va aller voir donc choices 0 message. Donc completion.choices 0 message. Hop là, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. On reclique sur résumé. Donc là pareil, ça recharge. Ok. Ça c'est le résultat qu'on voit. Donc dans message, nous ce qui va nous intéresser, ça va être le content. D'accord? On voit qu'on reçoit du markdown. Très bien, ça a fonctionné, il a bien résumé. Consommation de soda et leurs impacts vers une taxation renforcée, très bien. Donc moi ce que je veux faire, c'est pas juste faire un console log, c'est faire un return de tout ça. Hop là, return message.content. Hop là. Super. Donc normalement je devrais pouvoir le récupérer directement dans la fonction ici. Donc là je vais le récupérer avec la constante résumé. Const resume égale await get resume. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça? J'arrive à le récupérer. Donc je vais lui dire
if resume, alors je vais vouloir le mettre dans mon state. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est l'afficher en dessous, juste là, afficher le texte en question. D'accord? Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lui passer deux choses. Premièrement, je voudrais indiquer l'état de chargement. Donc quand Start Transition se lance. Donc Start Transition se lance. Ici, on va chercher getResume. getResume met un petit peu de temps à être résolu, d'accord, à envoyer un résultat. Donc le temps que ce résultat n'est pas affiché, on veut afficher sur notre composant côté client là quelque chose qui indique que c'est en train de mouliner, d'accord, que l'utilisateur se pose pas de questions, est-ce que c'est en train de charger ou pas, est-ce que ça va marcher ou pas. Ok. Donc pour ça, on peut tout simplement utiliser pending. Pending qui est un booléen, si je me trompe pas exactement, qui renvoie true ou false. Pending c'est est-ce que c'est en train de charger ou pas. Ok. Donc on va venir là, on va lui dire pending, est-ce que pending vaut true? Si oui, eh ben on va mettre juste un paragraphe disant chargement en cours. Hop là. D'accord. En dessous, on va lui dire... Alors on n'a rien pour afficher, pour stocker la valeur du texte, donc on va se créer un bout de state ici. On va faire const synthesis et set synthesis. J'ai pas fait de faute, c'est bon. Égal use state. Hop là. De base, on veut que ce soit nul. D'accord? Donc pour pas qu'il y ait d'erreur, on va indiquer tout de suite ici que ça peut être soit une string, soit nul. Hop là. useState, on n'oublie pas de l'importer. Très bien. Donc ici on va lui dire si tu as synthesis, alors tu affiches synthesis. Donc on va mettre ça dans un paragraphe pour l'instant. On met notre donnée ici, synthesis, très bien, hop là, il y a du rouge ici, pourquoi? Parce que là on l'a pas transmis. Alors, si on a un résumé, donc si on récupère une valeur de getResume, on veut le mettre dans synthesis, donc set synthesis resume. Tac, comme ceci. On va lancer ça. Alors, je récupère l'ID, hop là, je viens le placer ici, résumé. Ok, c'est en chargement, on a bien chargement en cours d'indiquer, super. Et on obtient le résultat directement. Donc quand pending passe à false, quand la promesse a été résolue et que start transition est terminé, on a l'état de chargement qui disparaît et on a synthesis qui apparaît. Par contre le petit problème là c'est si je clique sur résumer une nouvelle fois, là il va m'afficher les deux. Donc ce qu'on peut faire c'est que quand on clique sur le bouton, on va directement passer cette synthesis à nul. Comme ça enlève tout le contenu. D'accord, ça disparaît. Donc c'est soit l'état de chargement, soit la synthèse, pas les deux en même temps. Donc ça, comme ça c'est un peu plus clair. Ok. Maintenant vous allez me dire ouais ça c'est pas terrible quand même comme affichage. Effectivement, donc là on va se servir tout simplement de du module React Markdown. D'accord. Ce composant là, on va l'appeler directement en haut. Tac tac tac. Donc on va lui dire import React Markdown. Alors il n'y a pas d'export par défaut, donc React Markdown from. Alors est-ce qu'on a oublié de l'installer? Non. J'ai fait une faute d'orthographe. Non, c'est parce que c'est pas utilisé. N'a aucun membre exporté. Est-ce que vous avez voulu utiliser import? Alors si, c'est un export par défaut, ok, non, bah très bien. Ok. Donc comment ça fonctionne React Markdown? Bah tout simplement on met ça à l'intérieur comme children et ça va l'interpréter. Donc React Markdown. Hop là.
Très bien. On va voir le résultat. Ok, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Bon. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ça dans une div. Vous allez comprendre pourquoi. S'il n'y a pas de style sur les H1, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que React Markdown, cet outil, transforme le Markdown en HTML. D'accord? Si on vient sur Introduction ici, donc tout ça c'est juste une chaîne de caractères. Au format Markdown. D'accord? Si on vient sur Inspecter ici, Introduction, on voit que c'est un H2. La consommation de soda et les taxes en France, c'est transformé en H1, la suite c'est en paragraphe, etc. etc. Seulement, Tailwind CSS vient écraser les styles par défaut des éléments HTML. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est remettre le style de ces éléments. D'accord? Donc pour ça, je vais juste copier-coller du CSS, d'accord, vous pourrez récupérer ça sur le répertoire GitHub que je mettrai à votre disposition juste après. Donc là on vient sur global.css et en dessous de body, dans le layer de base, on vient coller ça. J'ai une autre partie de CSS à coller et on sera bon. Hop là. Donc c'est vraiment du CSS de base, il n'y a rien de compliqué. Hop là. Par exemple pour les paragraphes, mettre text base, donc texte de base, remettre des marges. Sur H1, indiquer une bonne taille pour les éléments. Texte 3XL, pour le H2, texte 2XL, etc. D'accord? Je sauvegarde ça. Là on voit que c'est avec le sélecteur ID Markdown. Ok, donc on vient mettre sur la div ici, ID égale Markdown. Comme ceci. Très bien. Ok, donc là c'est plutôt pas mal, c'est mieux, disons. Je vais juste rajouter une class name là-dessus. Class name égale with 2 sur 3. Avec des guillemets, c'est mieux. Voilà. Et voilà notre application. Alors, on a installé Framer Motion, on va faire un dernier petit truc pour que ce soit un petit peu plus joli au rendu. On va mettre donc un loader, on va lui dire... alors ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un composant directement ici. Donc je vais créer un dossier underscore components, comme ceci. Ici, je vais créer un nouveau fichier loader.tsx. Et je vais venir coller un loader que j'aime bien utiliser juste là, d'accord? Donc ça pareil, vous pourrez le copier directement, on va pas le détailler ici. Le background, on va juste le changer, on va mettre blue 800, allez, hop là. Très bien. On va venir sur notre composant de base. Ici, donc là, on a ça. Non, ça va être ici qu'on va vouloir le mettre. Donc on va mettre une div ici. Hop là. Voilà. On va mettre le paragraphe dedans. Hop là. Cette div, on va mettre un class name égale flex, flex call et items center. Hop là. On va venir mettre notre loader juste en dessous. Loader. Hop là. Je n'oublie pas de l'importer. Depuis Components Loader. Très bien. Ok, je rafraîchis ma page. Je vais recopier l'ID ici. On résume. Chargement en cours. Notre loader s'affiche. Et notre résumé est fait. Le titre, l'introduction, les points clés, la conclusion. Donc voilà. Bravo à vous. On a fini l'application. Ce que je vais rajouter sur le répertoire GitHub, c'est une petite fonction qui vient juste cut les transcriptions trop longues. D'accord.
Ou si vous le souhaitez, on peut faire ça en vidéo aussi, laissez-moi un petit commentaire pour me le faire savoir, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, une petite fonctionnalité en plus pour gérer les très longs messages, donc les très longues transcriptions de vidéos. L'application est terminée. Félicitations, comme ça vous allez pouvoir gagner un maximum de temps avec ça. N'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un petit commentaire pour savoir quel type de tutoriel vous intéresserait, que ce soit l'implémentation de d'autres fonctionnalités, l'utilisation de d'autres outils. On peut aussi approfondir un petit peu certaines technos, comme par exemple Next.js. On peut faire une application qui montre un petit peu tout le potentiel de Next.js et toutes les fonctionnalités sympathiques de Next.js. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, le lien est directement dans la description, et je vous souhaite une très bonne journée à tous.